Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision communautaire. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. La passion du Christ vécue avec ferveur à Butembo, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a célébré le vendredi saint avec des cérémonies présidées par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Béni. Procession, chant de la passion et vénération de la croix ont marqué cette journée de recueillement. L'évêque a rappelé que la croix du Christ est source d'espérance et du salut. Réunis en session ordinaire le mercredi et jeudi, le Conseil culturel du Karandaïra a dénoncé les atrocités commises par les groupes armés dans l'est du pays. Il a également pointé les divisions internes et appelé à un renforcement du leadership communautaire. Plusieurs activités culturelles sont prévues entre août et décembre. Mesdames, Messieurs, voilà quelques titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Ce jour, deuxième des trois qui précède la fête des Pâques, est dédié à la commémoration de la mort de Jésus à Butembo. La paroisse à Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a célébré cette journée dans une ambiance de recueillement profond. Les cérémonies de la Passion de Christ ont été présidées par l'évêque de Butembo-Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, qui a invité les fidèles à être fiers de leur foi et à croire fermement à la puissance de la croix. Reportage Mirembe Titawite. Comme le veut la tradition, des processions vécues dans plusieurs secteurs de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba avant le début de toute cérémonie. Ces moments spirituels préparent les fidèles à entrer dans le mystère de la Passion où Jésus offre sa vie pour le salut de l'humanité. La Passion du Christ de ce vendredi saint a été chantée en rappel du poids du sacrifice consenti. Si vous ôtez, dans son homélie, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a insisté sur l'amour inconditionnel du Christ qui a accepté de mourir pour libérer l'humanité de l'esclavage, du péché et de la mort. Il a encouragé les fidèles à être fiers de leur foi et à croire fermement à la puissance de la croix, source du salut et de vie éternelle. L'un des moments forts de cette célébration est la vénération de la Sainte Croix. En signe d'amour et de soumission, les fidèles, après Monseigneur l'évêque et le prêtre, sont venus tour à tour baiser la croix du Christ, symbolisant ainsi leur reconnaissance pour ce sacrifice suprême. La vénération a été conclue dans un climat de recueillement. Ce vendredi saint rappelle le rejet du Fils de Dieu et sa mort sur la croix. L'adoration de ce sacrement a mis fin à la célébration dans l'attente silencieuse de la résurrection annoncée. Ouvrons un nouveau chapitre dans ce journal. Un conducteur de taxi-moto a été abattu dans la nuit de jeudi à ce vendredi 18 avril à Butembo. Le drame s'est produit près de la concession de l'ITAV dans la commune de Kimemi. Les auteurs du crime ne sont toujours pas connus. Suivez ce reportage de mon Mpenzi Mazekele pour d'amples détails. Dans un coin obscur de la commune de Kimemi, les corps à vue de Samuel, un jeune taximan de 19 ans, a été découvert à quelques mètres du stade de l'Itave, dans un coin obscur de la commune de Kimemi. Selon les premières informations, il aurait été attaqué par des hommes armés alors qu'il revenait de sa journée de travail. Après lui avoir ôté la vie par balle, ses agresseurs ont pris la fuite avec sa moto. C'était vers 20h dans la concession de l'Itave, quand il y a eu des bandits, ils l'ont fusillé. Et ils ont emporté la moto. Sa moto marque Haoujou les gars. Donc, nous sommes en deuil. Nous, comme plateforme des associations, 42 associations à vie de Butembo, nous sommes en deuil. Donc, la victime faisait partie de l'association des motos, taxis et véhicules à Tamove. Elle était connue pour son engagement dans ces métiers, souvent risqués dans la ville de Butembo. Les présidents du réseau des taximens du Congo RETAC, une plateforme regroupant plusieurs conducteurs de taxis, motos et voitures, déplore cet acte de barbarie.
Il appelle les autorités à ouvrir une enquête rigoureuse pour identifier les responsables. L'État doit savoir aussi prendre ses responsabilités. L'État nous amène l'insécurité. S'il ne contrôle pas les armes, par exemple, les armes circulent pêle-mêle à la ville de Butembo. Alors, ici, nous, on observe ça, parce que c'est l'insécurité aussi, manque du boulot, manque du travail. Face à ces drames, le RETAC projette d'organiser une journée sans taxi dans toute la ville, en hommage à leurs collègues assassinés. Une manière pour ces professionnels de la route de dénoncer l'insécurité croissante dont ils sont régulièrement victimes et de relancer et de réclamer une meilleure protection dans leur secteur. Traverse une insécurité notoire. Alors, à tous les membres qui me captent à cette heure, demain, on observe une journée de deuil. Et puis, si on voit ta moto sera aussi, nous allons prendre ta moto, parce qu'il n'y a pas de travail. Nous allons prendre la moto et la fermer. Donc, demain samedi, en attendant le programme d'animation, que tous les membres prennent l'attitude de deuil. Les funérailles de Samuel sont en préparation, mais ses compagnons de travail insistent. Sans justice, les sentiments d'abandon grandira dans le rang des conducteurs de taxi. Pour eux, cette disparition tragique est une alerte de plus sur le risque qu'ils endurent chaque jour. Une vie coupée tôt, un enjeu volé, une famille à deuil. Le drame relance la question de sécurité de travail de rue dans le ville de l'Est de la RDC. Les membres du conseil culturel du Kihandaïra se sont réunis en session ordinaire pendant 2 jours pour discuter de plusieurs enjeux majeurs. Ils ont conclu leurs travaux par une déclaration dénonçant la sécurité persistante dans l'Est de la RDC. L'accent a été mis sur le rôle du leadership communautaire et la valorisation de l'identité Yira. Suivez le point avec Eugénie Isabelle Wangaïmouka dans ce reportage de Georges Lomba et Mwanampenzi Manzekele. La 4e session ordinaire du Conseil culturel de l'association culturelle Kihandaïra Asbel Obouma Bwabaïra s'est tenue récemment dans une atmosphère de réflexion. Plusieurs questions d'intérêt communautaire y ont été abordées, notamment la situation sécuritaire, les divisions internes et les perspectives culturelles de la communauté Ira. Lors de cette rencontre, le professeur Abbé Télésphore Malonga de l'Université catholique du Graben a animé une conférence sur le thème « Communauté Ira et leadership communautaire ». À travers son intervention, il a relevé les nombreuses faiblesses qui freinent l'émergence des leaderships structurés au sein de la communauté Nande Ira. Ces difficultés s'enracinent, selon lui, dans une absence de repères solides sur les plans politiques, religieux, économiques et coutumiers. Les travaux se sont achevés par la lecture d'une déclaration officielle. Ces documents fustigent les exactions liées à l'agression rwandaise à travers le groupe armé M23 et les massacres des civils perpétrés par les ADF dans l'est de la RDC. Il évoque aussi les tensions internes au sein du Kianda et appelle à la sauvegarde des valeurs culturelles Yira. De l'opinion. Le Conseil culturel s'étonne du laxisme du gouvernement congolais et de ses partenaires régionaux et internationaux face au phénomène de terroristes ADF, responsable de plusieurs milliers de morts de la population des territoires de Beni, Lubero, Irumu et Mambasa. S'agissant de la question opposant l'ICCN à la population riveraine du parc national de Virunga sur les limites des terres ancestrales, le Conseil culturel appelle les autorités à s'impliquer activement afin de clarifier les droits des uns et des autres et ainsi limiter les conséquences des conflits permanents. 2. Cohésion interne au sein de l'association culturelle Kianda Asbel Obomo Babaïra. Face aux divisions internes observées au sein du Kianda, le Conseil appelle à l'unité, au respect mutuel et à l'engagement nécessaire pour l'intérêt supérieur de la communauté iranane. À l'unanimité, les membres du Conseil culturel ont annoncé une série d'activités culturelles entre août et décembre de cette année
dans le but de renforcer la cohésion communautaire et de promouvoir la culture Ira. Et parlons justice et société à présent. La Fondation Prime Metal Mondo Ngawe tire la sonnette d'alarme sur la présence de 8 corps non identifiés et non inhumés à la morgue de l'hôpital général de référence de Kitatumba. 7 d'entre eux sont des détenus des Kakwangura morts après des longues maladies. Le dernier, lui, est victime de justice populaire, comme nous rapporte ici Luciana Moussiviro dans ce reportage. À la morgue de l'hôpital général de référence de Kitatumba, 8 corps attendent toujours d'être inhumés. Parmi eux, 7 sont des prisonniers de la maison carcérale de Kakwangura, décédés après plusieurs mois de traitement médical. Ces détenus étaient hospitalisés à raison de pathologies diverses, mais leur situation n'a pas connu d'évolution favorable. Le 8e corps, quant à lui, est celui d'un homme tué par la population dans un cas de justice populaire. Et le 8e, c'est un inconnu victime de la justice populaire. C'est comme ça que j'ai pu identifier 7 corps sans vie de détenus en provenance de la prison de Kakwangura. Est-il que la prison nous aide pour sécuriser la vie? Quelqu'un ne peut pas se retrouver en prison sans infirme. Et quand un détenu est malade, si le médecin pénitentiaire voit que cette maladie réfère un réfèrement à l'hôpital, c'est comme ça que les détenus se retrouvent à l'hôpital. Et des fois, il y a la prise en charge par CICR du côté d'arrêt alimentaire. Cependant, si les corps traînent à la morgue, c'est dû. D'abord, quand quelqu'un est décédé, il faut informer sa famille. Au cas où sa famille ne se présente pas à la prison de Kakwangura ou bien à la morgue ou devant notre bureau des droits de l'homme, c'est pour cela que l'État prend des décisions pour voir comment inhumer les détenus. L'organisation humanitaire Fondation Prime Metal Mondo Ngawe, par la voix de son coordonnateur, s'est dit préoccupée par cette situation. Elle reconnaît les efforts à cours visant à désengorger les prisons du Grand Nord, mais souligne que les conditions de vie dans certaines maisons carcérales, comme celle de Kakwangura, restent alarmantes. Le manque d'accès aux soins, la surpopulation et la précarité alimentaire fragilisent davantage les détenus malades. Le coordonnateur de cette fondation, qui salue l'intervention de la mairie pour garantir un enterrement digne à ces corps, invite le gouvernement congolais à intervenir de manière urgente pour améliorer les conditions de détention à Kakwangura. Concernant les cas de justice populaire, l'organisation déplore un acte de barbarie. Elle appelle la population à faire confiance aux mécanismes judiciaires plutôt de recourir à la vengeance ou à l'échange public. Reprenons le chapitre sécuritaire avant de chuter vers autre chose. Dans les territoires d'Irumu, des agriculteurs doivent désormais payer $10 américains pour accéder à leurs propres champs. Ce phénomène inquiétant serait l'œuvre des terroristes et des forces démocratiques alliées à Défensible. La société civile locale dénonce une nouvelle forme de terreur qui devient économique. Suivez ce reportage de mon ami Mazekele rendu par Clémence Nengo. Dans plusieurs localités de l'Est de la République démocratique du Congo, la survie devient chaque jour plus difficile pour les populations rurales. Dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri, les agriculteurs sont contraints de verser une taxe illégale de $10 aux ADF pour accéder à leurs terres agricoles. Cette exigence, qui ne repose sur aucun fondement légal et s'impose sous la menace de mort. Les faits ont été rapportés le jeudi 17 avril par la nouvelle société civile congolaise du territoire d'Irumu. D'après son président, cette tactique s'apparente à une stratégie de domination économique qui vise à appauvrir davantage les communautés locales déjà exposées à l'insécurité chronique. Vétère. La situation ne se limite pas au seul territoire d'Irumu. Des cas similaires sont signalés dans les territoires voisins de Mambasa, également en Ituri, ainsi que dans les groupements Bambuba Kisiki, dans les territoires de Beni, province du Nord Kivu. Toutes ces zones partagent une même réalité, la présence active et violente des ADF.
si réellement vous êtes propriétaire, vous payez 10 $. Et pour ceux-là qui exploitent le bois, même ces machinistes, eux sont en train de payer 25 $, et pour que vous puissiez accéder dans vos coupes du bois. Et la population, ce que nous allons leur rappeler, c'est d'être toujours trop vigilante, parce que l'ennemi ADF, c'est une nouvelle stratégie, parce que il se retrouve dans des difficultés car cette population n'accède plus dans leurs champs. Face à cette escalade, les structures citoyennes locales appellent à une réponse ferme du gouvernement congolais. Elles demandent une présence sécuritaire renforcée dans ces régions rurales afin de mettre fin à l'emprise des ADF et permettre aux agriculteurs de travailler sans crainte. Cette forme de rançonnement systématique illustre l'enracinement progressif des ADF dans les zones rurales de l'Est du Congo. Elle montre aussi la vulnérabilité persistante des populations civiles face à un groupe armé qui diversifie ses moyens d'oppression. Crise sanitaire en cours au Nord Kivu, la province enregistre une flambée de choléra, déplore OCHA dans un rapport rendu public le jeudi. Les combats entre FARDC et M23 compliquent la réponse humanitaire dans cette partie du pays, exposant ainsi malheureusement des vies humaines. Luciana Moussivilo encore une fois dans ces récits. Plus de 2000 cas de choléra, dont 4 décès ont été signalés dans la province du Nord Kivu. Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, 2169 cas ont été enregistrés entre janvier et fin mars 2025, soit durant les 11 premières semaines de l'année. Les zones de santé les plus touchées sont celles de Goma, Karisimbi, Nyiragongo et Kiroche, qui concentrent en elles seuls 98% de cas rapportés dans toute la province. Cette situation intervient dans un contexte marqué par les affrontements armés entre les forces armées de la RDC, FARDC et les mouvements rebelles M23 qui ont provoqué d'importants déplacements de population. Les acteurs humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à l'arrêt du soutien apporté aux 4 principales unités de traitement du choléra UTC situées à Mugunga, Dobosco, Kasika et Roussayo. Plusieurs ONG ont cessé leurs interventions dans la riposte, faute de financement. Selon différents rapports humanitaires, cette flambée est aggravée par le démantèlement de nombreux cas de déplacés qui a provoqué la dispersion de populations et la suspension des activités de surveillance épidémiologique. Une réponse rapide et coordonnée est jugée urgente pour éviter une détérioration de la situation sanitaire dans cette province déjà à proie à l'insécurité. 40 ans après le dernier recensement scientifique de sa population, la République démocratique du Congo entame les préparatifs d'un nouveau dénombrement. Le gouvernement a lancé à Kinshasa les travaux de la cartographie pilote, première étape de ce vaste chantier. L'objectif est de doter le pays des données fiables pour mieux planifier son développement. Eugénie Moussiviroa nous en fait le point dans ce récit. Le jeudi 17 avril 2025, la première ministre Judith Souminois a lancé officiellement à Kinshasa les travaux de cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Une initiative attendue depuis 1984, année du premier et unique recensement scientifique réalisé sous le régime Mobutu. Si aucun chiffre n'est encore collecté, le processus est désormais enclenché. La chef du gouvernement a expliqué l'importance de cette opération. Selon elle, les politiques publiques doivent s'appuyer sur des données fiables concernant la population et les conditions sociales. Sans ces données, il devient difficile, voire impossible, de définir les priorités réelles comme l'implantation d'écoles, des centres de santé et d'infrastructures de base, VETER. La directrice générale de l'Institut national de la statistique INC, Élisée Chauveau à Lima, a précisé les objectifs de cette cartographie pilote. Elle vise à recueillir des informations détaillées sur la population, les infrastructures sanitaires, scolaires et économiques afin de constituer une base de données utilisable pour les enquêtes futures. Cette phase permettra aussi de déterminer la méthodologie adaptée pour couvrir l'ensemble du territoire national. VETER agent.
En toile de fond, le retard accumulé par la RDC est de plus en plus préoccupant. Alors que les Nations Unies recommandent un récessement tous les 10 mois, le pays en est encore à son deuxième, plus de 40 ans après le premier. Ce décalage a privé les décideurs des formations essentielles, aussi bien dans les secteurs publics que privés, pour orienter les politiques de développement. Lors de la 130e réunion du Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi avait insisté sur l'urgence d'organiser ces récessements. Il avait souligné que l'absence des données actualisées rendait difficile toute planification crédible du développement socio-économique. Aujourd'hui, cette volonté politique semble se concrétiser. L'objectif à long terme est clair, disposer des chiffres précis sur le nombre de Congolais et leur répartition dans les 26 provinces du pays. Mettre fin aux estimations approximatives et offrir aux institutions, entreprises et partenaires de développement une vision claire de la réalité démographique nationale. Mesdames, Messieurs, voici la fin de cette édition du journal sur la télévision communautaire. Merci pour votre attention. Restez branchés au programme de la Moto TV. Au revoir.